Et c'est parti pour l'écho des cryptos. Comme je le disais en introduction, le règlement MiCA qui encadre les marchés des cryptoactifs au niveau européen entrera en vigueur cette année, en 2024. On va faire le point pendant une dizaine de minutes avec Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN. Bonjour Faustine. Bonjour Pauline. Alors pour commencer, Faustine Fleuret, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide rappel de la réglementation MiCA? Comment va-t-elle être mise en place? À qui ça s'adresse? Alors, la réglementation MiCA pour Market in Crypto Assets, de façon très simple, c'est l'ensemble des règles qui vont venir encadrer les acteurs de marché de cryptoactifs. Et par marché, on entend les marchés primaires, donc de l'émission, et les marchés secondaires, les échanges et d'autres types de services, entre guillemets, d'investissement sur les cryptoactifs. Donc, le conseil, le placement, la gestion de portefeuille, etc. C'est une réglementation européenne qui va venir harmoniser les conditions de fourniture de ces services, puisqu'aujourd'hui, il y a des régimes nationaux qui vont être très disparates entre eux. Il y a parfois d'ailleurs dans des États membres pas du tout de régime. Donc aujourd'hui, les conditions d'accès à ces services sont très inégales. Et là, ça va permettre de tout ramener à l'échelle européenne pour que tout le monde soit vraiment pareil. Tout à fait. Donc les règles, ce seront les mêmes pour tous les acteurs, ce qui veut aussi dire que les entreprises, elles pourront fournir leurs services dans l'ensemble de l'espace économique européen en respectant MiCA. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette disparité des régimes, si vous êtes une entreprise française, que vous voulez vous adresser, je ne sais pas moi, en Espagne, au marché italien, bon, le fait que vous respectiez la réglementation française ne suffit pas. Il va falloir aller respecter toutes les dispositions de tous les États membres. Donc ça, pour le coup, MiCA, c'est une vraie opportunité que ce passeport européen qui va permettre pour une entreprise d'être autorisée par son autorité nationale, mais dès lors qu'elle va être autorisée, elle va pouvoir aller dans l'ensemble de l'espace économique européen pour fournir ses services. Ce qui n'était pas possible avant la réglementation MiCA. Non, aujourd'hui, si vous êtes enregistré en France en tant que prestataire de services sur actifs numériques, vous pouvez vous adresser au marché français, aux citoyens français. En revanche, vous n'avez pas la possibilité ou l'autorisation automatique de vous adresser aux Allemands, aux Lettons, etc. Donc c'est relativement pénalisant pour ces services qui en plus sont facilement transfrontières, c'est numérique. Donc c'est relativement pénalisant et ça multiplie aussi les coûts de conformité et les coûts de développement. Forcément, de devoir respecter un régime en France qui n'est peut-être pas le même à côté et qui n'est pas le même encore à côté. Donc c'est une vraie opportunité de se développer pour peu que la réglementation telle qu'elle est faite soit proportionnée et adaptée. Et pour le coup, pour peu que les acteurs aient le temps et les outils pour se préparer et se mettre en conformité, puisque c'est ce que vous disiez en introduction. MiCA entre en application cette année, en 2 temps d'ailleurs, en juin et en décembre. On pourra revenir éventuellement dessus pour savoir pourquoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'entrée en application d'un règlement? Ça veut dire que les acteurs doivent se conformer, doivent être en conformité avec les règles. Et c'est là tout l'enjeu de 2024 pour l'EPSAN. Donc, vous disiez 2 échéances, juin et décembre. J'allais vous demander où en est-on, mais autant peut-être dire directement quelle échéance en juin et quelle deuxième échéance en décembre, Faustine Fleuret? Alors effectivement, ce que voient les acteurs de marché aujourd'hui, c'est en juin l'entrée en application des règles qui vont s'adresser aux émetteurs de stablecoins. Donc ces stablecoins, ces cryptoactifs qui sont stables, qui ne sont pas volatiles, qui sont indexés sur des devises et qui sont nécessaires pour le développement d'un certain nombre de services et d'applications Web3. C'est le mois de juin, c'est-à-dire que quand MiCA a été adopté l'an dernier, en juin 2022, il a été décidé que pour les stablecoins, ce serait 12 mois après, alors que pour les PSAN, pour les marchés secondaires, on va dire, c'est 18 mois après. Donc c'est pour ça qu'on parle de décembre pour l'entrée en application. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de temps pour les émetteurs de stablecoins pour se préparer, puisqu'ils doivent être en conformité en juin. Tandis que pour les PSAN, c'est le mois de décembre qui est, on va dire, leur vision à long terme. Mais il faut préciser que pour des entreprises qui vont être déjà conformes à des réglementations nationales, et en fonction de ce qu'aura été décidé, il y a un peu plus de temps pour elles pour se mettre en conformité. Par exemple, ce qu'il a été décidé en France, c'est que les PSAN qui sont enregistrés ou agréés en France auprès de l'autorité des marchés financiers auront 18 mois de plus pour se mettre en conformité avec MiCA à partir de décembre. Donc ça leur laisse plus de temps, ça leur permet de voir venir, on va dire. Mais pour autant, c'est pas forcément cette échéance de 18 mois plus 18 mois qu'elles regardent, puisque pendant cette période supplémentaire, elles n'auront pas le passeport européen dont je parlais. Donc en fait, pour elles, c'est finalement pas tellement arrangeant de rester dans cette conformité nationale seulement. Et d'ailleurs, tous les PSAN visent déjà à se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Voilà. Est-ce que vous pensez que les régulateurs sont prêts à l'arrivée de cette réglementation? Ça va arriver vite finalement.
Ça va arriver très vite. Nous sommes encore dans l'attente d'un certain nombre de détails techniques, de standards qui vont permettre aux acteurs de se conformer et qui vont permettre aux régulateurs aussi de se préparer. En fait, MiCA, alors on a adopté, je le disais, le texte l'an dernier, mais en fait, une réglementation européenne, elle est composée de beaucoup de textes différents. Donc, ce qu'on a aujourd'hui de façon sûre et tangible, c'est ce texte de niveau 1, c'est-à-dire les grands principes de la réglementation. Ce qu'on attend aujourd'hui, et ce sur quoi les autorités européennes consultent et travaillent depuis plusieurs mois, ce sont ces standards techniques qu'on appelle des RTS dans le jargon réglementaire, mais donc des textes de niveau 2 qui viennent préciser le niveau 1. Ça veut dire que le niveau 1, par exemple, va vous dire, voilà, un PSAN doit donner des informations au client quand il rend son service. Ce que dit pas le niveau 1, forcément, c'est le contenu, le format, les délais dans lesquels ils doivent rendre ces informations. Et le niveau 2 donne l'ensemble de ces détails. Ce qui veut dire que sans le niveau 2, c'est très compliqué pour un PSAN ou un émetteur de stablecoin de savoir comment respecter vraiment le niveau 1. Puisque pour la mise en place des dispositifs opérationnels, oui, il faut ces précisions. Il faut ces détails, tout à fait. Et pour les régulateurs, c'est pareil. Pour savoir autoriser un PSAN, un émetteur de stablecoin, il faut qu'ils aient les détails pour pouvoir checker et voir si toutes les cases sont cochées. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas ces textes. Donc c'est encore plus problématique pour les émetteurs de stablecoin qui ont encore 3 mois tout au plus pour se conformer. Mais ils vont arriver quand ces textes alors ? Alors, il y a encore aujourd'hui des textes qui sont soumis à la consultation de l'industrie. Donc aujourd'hui, l'autorité européenne des marchés financiers consulte encore, c'est-à-dire que on peut donner notre avis et proposer des amendements à un certain nombre de ces textes. C'est la 3e vague de consultation de l'autorité européenne des marchés financiers. Elle en a fait une en septembre et en décembre. L'autorité européenne bancaire aussi a consulté, mais depuis, on n'a pas eu la restitution des travaux finaux. Donc, même si elle a demandé l'avis de l'industrie, même si on a pu fournir nos recommandations, on est dans l'attente de la version finalisée, finalement. Et sans ces textes, c'est extrêmement compliqué pour les acteurs de prévoir et de commencer le travail. Tout à fait. Il nous reste très peu de temps, Faustine Fleuret. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan pour finir des 4 ans de la DAN ? Effectivement, on a fêté les 4 ans de l'association en ce début d'année. On a été créé en janvier 2020 et c'est vrai que pour nous, c'était un très bel événement et c'est aussi l'opportunité de regarder le travail accompli, c'est-à-dire qu'en janvier 2020, on a commencé autour de 11 membres fondateurs, 11 entreprises qu'on souhaitait lancer la DAN, qui nous ont soutenus du départ. Aujourd'hui, on rassemble 200 entreprises, donc on voit tout le chemin parcouru. On était établis, on était 2,5 à Paris en janvier 2020. Aujourd'hui, j'ai une équipe avec moi, on est 6 personnes et on est établis et à Paris et à Bruxelles. On représente de plus en plus de cas d'usage différents du Web3. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est dommage, le Web3. Le Web3, ça s'est beaucoup démocratisé, il y a beaucoup de cas d'usage qui se sont développés et on se veut représentatif de l'ensemble. Donc voilà, c'est 4 ans qui sont un très beau bilan, mais qui sont aussi pour nous... on voit aussi tout le travail qui reste à accomplir pour que la France et l'Europe deviennent vraiment les places fortes du Web3 à l'international. Merci beaucoup Faustine Fleuret. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ADAN. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.